Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Cette nouvelle livraison de réflexion contemporaine est la 7e depuis la relance de la revue effectuée en 2015. Pour mémoire, les travaux précédents se sont échelonnés ainsi. 2015, les valeurs maçonniques. 2016, la devise liberté, égalité, fraternité. 2017, les frontières. 2018, le travail. 2019, savoir et pouvoir. 2020 sur 2020, l'année du doute. La pluralité des thèmes abordés traduit la diversité des interrogations que se posent les contributeurs et contributrices qui collaborent à cette publication annuelle. La pandémie du Covid-19 a nettement restreint les participations. Ce numéro 2021 est, pour la première fois, majoritairement rédigé par les loges étampoises. L'Atelier écossais, la Clé écossaise, l'Étoile écossaise, la Tour écossaise. Il a semblé en effet à l'ensemble de cette filière écossaise du Grand Orient de France qu'il était impératif de maintenir vivante une réflexion qui soit à la fois analytique et constructive. Cet objectif, qui est aussi un idéal, correspond à l'engagement éthique qui est le nôtre mais plus prosaïquement, oblige à un travail approfondi à une époque où l'instantanéité des comportements glisse trop souvent vers la superficialité. Notre détermination est un signe de persévérance mais aussi d'ouverture. Puissent d'autres loges et d'autres frères et sœurs nous rejoindre dans l'avenir pour partager notre volonté de rassembler ce qui est épars, formule qui est le sous-titre de cette revue. La forme des travaux présentés répond à la subjectivité des auteurs et aux choix retenus par les groupes de travail. Les textes ont toutefois été aménagés à la marge afin de respecter les principes de publication. L'intitulé retenu pour ce numéro, L'espérance est la dernière des déesses, se veut une référence à la mythologie de l'Antiquité, qui est l'une des sources de notre culture, et une perspective indéfectible dans les temps troublés que nous traversons. Le plan de présentation ci-dessous reprend les différents stades de la démarche mise en œuvre durant l'année 2021. 1. Science et conscience partant de Covid. A. L'homme, un animal singulier. B. Le bien et le mal. C. Le sens de la vie. 2. De quelques contrariétés. A. Violence et sacré. B. Anarchie et franc-maçonnerie. C. Antispécisme et paroles perdues. 3. Les perspectives d'espérance. A. Le devoir de vérité. B. L'Europe. C. Le solidarisme. Science et conscience partant de Covid. L'homme, un animal singulier. Patrick de Wever. J'aime trouver dans un livre de notes l'unité d'un esprit et le désordre d'un cerveau. Jean Rostand, Pensée d'un biologiste, 1939. La Constitution du GEDF mentionne dans ses 2 premiers articles la notion d'humanité. Dans l'article 1, elle nous indique que la franc-maçonnerie travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement matériel et social de l'humanité. L'article 2 ajoute que la franc-maçonnerie a pour devoir d'étendre à tous les membres de l'humanité les liens fraternels qui unissent les francs-maçons sur toute la surface du globe. Il semble donc entendu qu'il n'existe qu'une seule et même humanité. Humanité, il est vrai que ce terme possède plusieurs sens. En première approche, il désigne non seulement l'ensemble des individus appartenant à l'espèce humaine mais également les caractéristiques particulières qui définissent l'appartenance à cet ensemble. Un autre usage de ce terme désigne des traits de personnalité d'un individu qui, par exemple, amplifie les qualités ou les valeurs considérées comme essentielles à l'humain, telles que la bonté, la générosité. En poussant un peu plus loin le raisonnement, le concept d'humanité est aussi à rapprocher de la notion de nature humaine, qui souligne l'idée que les êtres humains ont en commun certaines caractéristiques essentielles et des comportements spécifiques qui les différencient des autres espèces animales. La question qui se pose est donc double. D'une part, on doit s'interroger sur le propre de l'homme. Quelles sont les particularités de la physiologie et du comportement humain que l'on ne retrouve pas dans le reste du règne animal ? D'autre part se pose la question de l'unité de l'homme. Dans quelle mesure ces spécificités sont-elles véritablement partagées par tous les membres de l'espèce humaine ?
Ici se pose le problème de l'ethnocentrisme qui met l'accent sur certaines caractéristiques, par exemple la couleur de la peau, ou des comportements propres à tel ou tel groupe humain ou à telle tradition culturelle et qui, par conséquent, refusent le statut d'humain à des individus d'une autre ethnie. Souvenons-nous à ce sujet de quelques éléments, anciens ou plus récents. La controverse de Valladolid qui posa en 1550 la question du statut des peuples amérindiens. Des crimes perpétrés au nom de la pureté de la race que ce soit par le Troisième Reich, ou entre les Tutsis et les Hutus sur le continent africain. De cette saillie de l'ancien maire de Montpellier qui traitait les Harkis de sous-hommes. Ou encore de cette saillie de Cañete, candidat commissaire européen espagnol qui a déclaré le plus sérieusement du monde que « le débat entre un homme et une femme est très compliqué. Si l'on abuse de sa supériorité intellectuelle, on a l'air d'un machiste en train de coincer une femme sans défense. » Si l'on ajoute à tout cela les découvertes récentes en paléanthropologie qui nous montrent qu'au cours des temps, plusieurs espèces représentantes du même genre Homo ont cohabité à la surface de la planète pendant plusieurs milliers d'années, la question prend toute sa mesure. Pourtant une information des médias précisait et faire. Info Journal le 16-09-20-05. Le problème de la grippe aviaire est un problème typiquement animal et devrait le rester. Si on la comprend bien, les oiseaux sont des animaux, tous les animaux sont donc menacés de contamination mais l'homme ne le serait pas, parce qu'il ne serait pas un animal ? Alors, la nature est un tout. La nature est diverse. La nature est complexe. L'arbre du vivant. Dans son désir de connaître rationnellement la nature, l'homme a commencé par la subdiviser en catégories. Il a commencé par distinguer le vivant du non-vivant. Dès l'Antiquité, les philosophes grecs ont en effet séparé les êtres inanimés, les minéraux, des êtres animés, zen, dotés de vie. Parmi eux, ils distinguaient le simplement vivant que sont les végétaux, zones, de l'animal, zoon. Pour eux, les zoyas relevaient d'un concept qui recouvrait l'ensemble des êtres animés, non végétaux, c'est-à-dire les espèces animales, l'homme inclus, et les dieux. Ces trois classes naturelles, l'animal, l'homme et les dieux étaient désignés sous le terme de faune. Si la distinction entre les règnes des animaux et des plantes, les champignons étaient alors considérés comme des végétaux, est apparue dès l'Antiquité grecque. Ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que la reconnaissance formelle de ces deux règnes a fait son apparition dans la nomenclature sous la plume du Suédois Carl von Linné. Ce Suédois a proposé une classification des êtres vivants et non vivants, minéraux compris donc. Sa classification des minéraux, moins heureuse, est oubliée aujourd'hui. Depuis lors, les connaissances évoluant, plusieurs classifications ont été proposées. Aujourd'hui, depuis 2015-2017, le vivant a été subdivisé en deux empires, prokaryotes et eucaryotes, et plusieurs règnes. Archées, initialement archéobactéries, bactéries, eubactéries ou bactéries vraies, protistes, eucaryotes unicellulaires, chromistes mycètes, champignons, végétaux et animaux. 7 donc et peut-être bientôt 8 avec des virus, qui constituent un cas très particulier comme on le verra plus loin. Peu importe les noms, retenons 6 règnes et que la moitié correspond à des êtres microscopiques, inconnus avant l'invention du microscope. Les champignons sont désormais distingués des végétaux. La connaissance est tributaire de la technologie. Avec le XXe siècle, 2 grands changements. L'un est une répercussion d'une avancée technologique aussi, la capacité de mener des analyses génétiques à partir de très peu de matière, technique d'amplification dite du PCR pour polymerase chain reaction. L'autre résulte d'un changement de paradigme. Désormais on ne veut plus classer 1 qu'avec des caractères de présence et 2 qu'en fonction des ancêtres communs. Exit les invertébrés, animaux sans vertèbres, exit les agnates, lamproies. Pour des raisons d'ancêtres non communs, le terme poisson est banni car les poissons regroupent des organismes qui n'ont pas d'ancêtres communs, les poissons cartilagineux et les poissons osseux, etc. Cette approche révèle qu'il faut se méfier des apparences. Ainsi il ressort que l'homme est plus proche du poisson rouge que celui-ci ne l'est du requin. Cela révolutionne la méthode de classification. Désormais on fait des groupes des clades, qui ont 1 le même caractère, et 2 un ancêtre commun. La classification est devenue la phylogénie cladistique.
Les noms de groupements sont devenus réellement ésotériques, sans parler d'un jargon fantastique. Synapomorphie, plésiomorphie, autapomorphie, paraphylétique. Mais ce n'est pas tout car la génétique apporte son lot d'informations, de contraintes fortes, ces contraintes qui font avancer la science. Les apports de la biologie moléculaire sont réalisés par des spécialités presque inhumaines, puisque dus à des machines et les données sont traitées par des bioinformaticiens, des grands manipulateurs de données. Quoi qu'il en soit, l'arbre du vivant aujourd'hui ne se présente plus du tout comme un pommier, celui de la connaissance, ni même un acacia, mais plutôt comme un flocon de neige avec de multiples petites ramifications. Il n'y a plus un bas et un haut, un peu évolué, bactéries, et un très évolué, singe, mais un centre entouré d'innombrables subdivisions, d'autant plus nombreuses qu'elles sont éloignées du centre. Il n'y a plus cette montée vers l'homme. L'arbre du vivant tel qu'il fut publié par Darwin dans l'origine des espèces. Il n'en donne que le principe de la divergence des espèces, sans localiser aucun organisme particulier copyright d'homme public. L'arbre du vivant selon Ernst Haeckel, 1979. Sur cette représentation, l'homme est un aboutissement. Ce style d'arbre, avec l'homme comme but, a prévalu jusque vers le milieu du XXe siècle copyright d'homme public. Les trois branches du buisson du vivant, bactéries à gauche, les archées milieu en violet et les eucaryotes à droite en vert. Seules quelques-unes des millions d'espèces vivantes ont été figurées. Ce buisson est sphérique. Le temps se déroule en sphères virtuelles emboîtées concentriques, du centre à la périphérie. Le centre de la sphère est vieux de quelques milliards d'années et correspond à l'UCA, Last Universal Common Ancestor, le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants aujourd'hui, égale dernier ancêtre commun universel. Les sphères concentriques virtuelles de plus en plus externes correspondraient au temps qui passe. Tous les rameaux terminaux aboutissant à la sphère virtuelle externe correspondent aux millions d'espèces vivantes aujourd'hui. Les petites branches se terminant à l'intérieur du buisson sans atteindre la surface externe correspondent aux espèces disparues sans descendants. Représenter l'arbre du vivant comme un buisson sphérique porte un message. De même qu'il n'y a aucun point privilégié à la surface d'une sphère, il n'y a aucun rameau particulier ou privilégié dans ce buisson du vivant. Le trajet qui va de l'UCA à l'Homo sapiens, trajet surligné en rouge, n'a rien de plus ni rien de moins que les millions d'autres. À cette représentation, il faudrait ajouter aujourd'hui les échanges d'organites et de gènes entre différents rameaux, MA. Solos, 2011. Copyright 2014 Letoli Productions, conception Samba Soussoko, montage photo Pierre Thomas. De plus, on envisage aujourd'hui d'ajouter un règne dans le vivant à partir des virus géants que l'on ne cesse de découvrir. On en découvre de plus en plus grands, mais surtout avec de plus en plus d'ADN. Vous remarquerez que dans les arbres effectivement, les virus sont peu ou pas positionnés jusque-là. Il est vrai qu'ils posent problème. Sont-ils des organismes vivants qui se sont spécialisés jusqu'à ne conserver que leur ARN pour se reproduire ? Ou sont-ils au contraire des organismes normaux en devenir ? Doivent-ils d'ailleurs faire partie du vivant ? La question se pose. En effet, le virus de la mosaïque du tabac infecte les plants de tabac comme parasite. Mais enlevons le pied de tabac et il devient un cristal, avec les mêmes propriétés que les autres minéraux, c'est-à-dire incapable de se reproduire, insensible aux rayons X, etc., etc. Remettons ce cristal sur un plant de tabac et il se reproduit, comme des lapins. On touche là le problème des limites. Répétons donc, la nature est un tout, un continuum et les limites que l'on place sont pratiques, mais ce sont des conventions. Elles sont artificielles, elles sont basées sur des éléments réels, mais la limite est artificielle. Qu'est-ce qu'un animal ? Aujourd'hui, d'un point de vue biologique, l'évolution de l'espèce humaine est parfaitement identique, confondue avec les autres espèces animales et en particulier avec les grands singes, le bonobo étant parmi eux notre plus proche parent. L'homme est donc un primate, un singe. Le scientifique suédois Carl von Linné a forgé ce terme en 1758 pour grouper ensemble tous les singes, hommes compris. Notons que ce terme primate est dérivé du latin, et qu'il signifie les premiers. Dans une vision religieuse de la classification, on a pendant longtemps cherché à retrouver l'échelle naturelle des êtres, c'est-à-dire l'ordre de la création divine. L'homme étant à l'image de Dieu,
Il ne pouvait qu'être au sommet de cette classification, d'où son nom de primate. Toutefois, la littérature biologique contemporaine, Richard Dawkins, Ernest Mayr, Stephen Jay Gould, Jean-Jacques Kupiec et Pierre Sonigo entre autres, affirme la continuité du vivant et légitime l'abandon de toute stratégie de barrière, Stephen Jay Gould, qui permettrait d'opposer l'humain aux autres espèces vivantes. Ce fut souligné par le philosophe Jean-Marie Schaeffer, page 136, l'homme n'est pas une nature ou une essence. Il est la cristallisation généalogique provisoire et instable d'une forme de vie en évolution. Il y a continuité entre l'ensemble des vivants et l'humanité. La recherche d'une essence du fait humain est vaine. Les naturalistes refusent les dualismes, entre le corps et l'esprit, entre nature et culture, et la ségrégation entre les différentes formes de savoir, comme s'il existait une différence de nature entre les vérités philosophiques et les vérités scientifiques. Bien avant la découverte des autres primates et la classification d'Homo sapiens au sein de cet ordre, philosophes et scientifiques se sont penchés sur le statut de notre espèce par comparaison avec les autres animaux et ont cherché à savoir ce qui faisait le propre de l'homme. On a parfois pensé avoir trouvé ce qui nous caractérisait. Toutefois, les travaux scientifiques montrent que la majorité de nos caractéristiques biologiques, voire toutes nos caractéristiques peuvent être retrouvées sous une certaine forme à un certain degré chez d'autres espèces animales. Il existe de nombreuses sociétés animales et parmi celles-ci les sociétés humaines, chacune possède sa propre culture. Ce constat rend vaine toute réflexion à propos de l'origine du fait social humain. S'interroger sur l'origine des sociétés humaines en oubliant que la société a été inventée de nombreuses fois, lors de l'évolution des espèces est non pertinent. Il rend caduques les hypothèses déterministes, décisionnistes, théorie du contrat social, théorie des jeux. Il ouvre aussi la voie à une sociologie comparée. L'étude des sociétés animales devient utile à la compréhension du fait social humain. Par exemple, certains oiseaux sont capables d'utiliser des outils rudimentaires faits de brindilles pour atteindre une noix. Mais ils n'élaborent pas des outils pour faire des outils. D'autres comme les chimpanzés bonobos sont connus pour pratiquer une sexualité non reproductive homo- et hétérosexuelle qui favorise la cohésion sociale, ce que l'actualité politique récente sur le mariage gay ne semble pas corroborer pour notre propre espèce. Ces caractéristiques qui pouvaient sembler exclusives en première approche, ne constituent donc pas des critères de distinction absolue. On doit admettre aujourd'hui que l'homme n'est qu'un animal parmi les autres. Il n'en reste pas moins que chez l'humain, s'il est commode de comparer, certaines caractéristiques, comme le langage, sont développées de façon tout à fait particulière. Cependant, l'aspect le plus frappant et évident qui distingue les hommes du reste du monde animal est sans aucun doute la place que prennent les représentations culturelles dans l'organisation sociale de la vie de notre espèce en général, et ce depuis des dizaines de milliers d'années, comme en attestent les manifestations d'art préhistorique. S'il existe bel et bien une culture au sein de quelques espèces animales, des langages spécifiques comme chez les pinsons qui ont des dialectes selon les vallées, Pyrénées, la conscience humaine et la connaissance humaine ne retrouvent pas leurs équivalents dans le reste du règne animal. Mais saurait-on la reconnaître ? Même au sein des autres espèces d'animaux sociaux, la place de la culture dans leur développement n'a pas la même importance que dans notre vie. Par exemple, aucune ne semble pratiquer de religion ou ne montre une quelconque philosophie de vie. Seule notre espèce semble accorder une véritable importance aux innovations dans le domaine technologique, qui lui permettent de dépasser ses propres capacités physiques ou intellectuelles. L'expression artistique a longtemps été supposée inconnue dans le reste du monde animal. Pourtant on connaît des oiseaux jardiniers, Tylonorhynchidae, en Australie et en Nouvelle-Guinée qui pour séduire les femelles, ont une technique bien particulière, ils font les nids très complexes. Ces oiseaux possèdent une forme de sens esthétique, utilisant les couleurs, les textures et les formes pour mettre au point le lieu d'accouplement le plus apte à séduire les femelles. Il va jusqu'à chasser des scarabées aux élytres dorés, pour enrichir en couleurs son nid. Est-ce que l'homme est le seul à transmettre ses connaissances et ses savoirs sous des formes variées tant écrites que verbales ou numériques ? Et il semble bien que seule notre espèce mène une recherche sur sa propre existence et un sens à sa vie. Nid d'oiseau jardinier mâle. Les fruits roses bonbons au fond, gros comme des œufs, jouxte de petits fruits turquoise. À l'entrée du nid, de petits fruits rouges et blancs sont déposés entre des fruits bleus sombres,
à gauche, et des amas de végétaux orange conférant à l'ensemble une allure de fête copyright domaine public. Plusieurs fois j'ai dit « il semble », sans être affirmatif donc, car on a par exemple longtemps cru que la communication était typiquement humaine, mais on a assez rapidement admis que les animaux communiquaient, surtout dans les grandes communautés grégaires, abeilles, fourmis, meutes en chasse. Ce trait distinguait, pensait-on, les animaux des plantes. Plus récemment, on a découvert que les plantes aussi communiquent entre elles. Certaines antilopes mangent l'écorce d'arbres. Ceux-ci émettent alors des substances chimiques qui font réagir d'autres acacias, car je parle bien d'acacias. Ces acacias donc se mettent à sécréter une substance qui rend leur écorce peu appétissante. D'autres plantes qui se font brouter les feuilles par des chenilles émettent une substance qui attire des fourmis qui, elles, sont friandes de ces chenilles. Il s'agit ici d'une communication non pas seulement au sein d'une même espèce, mais entre des plantes et des animaux. Pour faire bref, on pensait qu'il n'y avait pas de communication car on ne savait pas repérer le type de communication. On ne reconnaît que ce que l'on connaît. La moralité des animaux. Les francs-maçons font appel aux valeurs morales. Est-ce que les autres animaux ont cette valeur ? Celle-ci est fondamentalement sociale, donc liée à un type de société. Les anthropophages ne trouvaient pas immoral de manger leurs prisonniers. Mais qu'est-ce que la morale ? Le papillon azuré des mouillères pond ses œufs sur une seule fleur, la gentiane des marais. Quand les œufs éclosent, la chenille reste 3 semaines sur la plante puis se laisse tomber. Elle émet une substance proche de celle qu'émettent les larves de fourmis myrmica. Celles-ci s'empressent donc de prendre en charge cette chenille, l'emmènent dans leur terrier où la chenille passe l'hiver au chaud, protégée, nourrie, nettoyée. Choyée. Pourtant au printemps, la chenille se met à dévorer les larves de ses nourricières, juste avant de s'enfuir pour se transformer en papillon. Regardons en naturaliste, quel admirable stratagème. Regardons en citoyen, quelle attitude complètement immorale. Est-ce jugé astucieux ou immoral pour les fourmis ou ce papillon ? Je ne sais pas. Sans doute faut-il avoir conscience de ses actes et avoir quelque notion de ce qu'est la moralité pour que cette question sur la moralité soit pertinente. La moralité serait donc peut-être un attribut de l'humanité. Est-il moral ou immoral que le lion mange une gazelle ? Un bébé gazelle qui plus est. Mais il est vrai aussi que cette gazelle ôte la vie à certaines plantes pour se nourrir. La conscience. Les neurosciences nous disent que l'homme est doté d'un développement très important de son néocortex, qui serait le siège de l'abstraction, de la conscience. Est-ce cette conscience qui nous singularise ? On croit en effet tout maîtriser, et pourtant, citons 2 éléments troublants. 1. L'olfaction. La majorité d'entre nous sent en aveugle, simplement à l'odeur de la main si une personne est homme ou femme, et de plus, en âge de procréer ou non. Pourquoi ? Ils ne savent pas le dire, on ne sait pas répondre. L'animalité a détecté, mais pas l'intelligence consciente. Restons modestes dans nos conclusions. 2. Il existe des aveugles voyants. Ils sont aveugles, néanmoins quand ils doivent cheminer dans un couloir encombré d'objets ils les contournent. S'il leur est demandé la raison de leur changement de direction, la réponse est par hasard. Il y a donc une vision, mais elle n'est pas consciente. Cet inconscient est d'ailleurs mentionné dans notre rituel de l'initiation au grade d'Apple, page 26, car il y est dit « Il est des vérités d'ordre intuitif qui se devinent et se perçoivent sans qu'elles soient exprimées ». C'est bien sur ces aspects que jouent les prestidigitateurs. Les neurosciences ont montré que notre inconscient calcule toutes les probabilités, tandis que notre conscience les échantillonne et nous propose une solution. L'inconscient quantifie, la conscience discrétise. Le simple fait de prêter attention à un objet fait s'écrouler la distribution des probabilités de toutes ces interprétations possibles, et ne nous laisse voir que l'une d'entre elles. La conscience se comporte comme un instrument de mesure qui discrétise le réel, sépare en éléments discontinus, et ne nous donne à voir qu'un minuscule aperçu de la vaste étendue des calculs inconscients. Une réaction inconsciente se manifeste dans notre comportement quotidien. On a tendance à se calquer sur l'attitude d'un autre, utilisant ce que l'on appelle les neurones miroirs. Si un interlocuteur nous sourit, nous avons tendance à sourire, s'il est agressif, nous le devenons. Bilan, est-ce que la conscience nous rend supérieurs ? Non. Dans certains cas c'est l'inverse car elle amenuise certaines possibilités. Nous ne sommes pas supérieurs aux animaux non humains, nous sommes différents,
Notons d'ailleurs que les singes, entre autres, ont aussi au moins en partie une conscience de soi. Des rites. La plupart des animaux ont des rites dont les plus connus sont ceux qui précèdent la reproduction, la parade nuptiale. Il convient donc de s'interroger sur ce qui peut être l'élément commun à tous les hommes, qui le relie à sa place au sein de la nature, et qui puisse relier les hommes les uns aux autres. Je me pose depuis mon initiation cette question des fondamentaux. Existe-t-il quelque chose que partage l'ensemble des cultures humaines ? Tant de symboles semblent universels. Cette question se pose par exemple, quand on regarde l'accueil dans les yourtes des nomades de Mongolie. La ressemblance avec le temple où nous nous trouvons réunis saute au visage. Comme dans le temple, on y entre et circule en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ceci n'est pas sans évoquer celui de la course du soleil ou de la lune, que nous retrouvons ici dans notre temple, au-dessus de l'Orient. Dans la yourte, 2 poteaux pour soutenir l'édifice, à l'instar des 2 colonnes que nous avons à l'entrée du temple. Là-bas aussi, elles symbolisent la dualité, l'une l'homme, l'autre la femme, dualité qui s'exprime aussi dans notre temple avec la présence du soleil et de la lune. Dans beaucoup de peuples, surtout ceux moins technologisés que nous, la vie sociale d'un individu se fait en respectant un certain nombre de rites, notamment des rites d'initiation. Il n'y a pas si longtemps, notre société avait encore quelques repères simples, presque rituels. Beaucoup faisaient leur communion vers 11 à 12 ans. Puis le certificat d'études, 14 ans, puis le conseil de révision pour les garçons, vers 18 ans, puis le service militaire à 19 ans et 4 mois jusqu'au milieu des années 60. Quand on en revenait, on était considéré comme un homme accompli. Restait le mariage pour parfaire l'intégration sociale. Je ne suis pas psychosociologue, mais je me demande si aujourd'hui, n'ayant plus guère que le bac et le permis de conduire, tous deux vers 17 à 18 ans on ne souffre pas d'un manque de repères ritueliques sociaux, de symboles. Et même, le permis de conduire n'est pas une épreuve collective et en aucun cas un symbole, seulement une permission légale. Le rite initiatique doit être associé à des éléments porteurs de sens pour ceux à qui ils sont révélés, les symboles. Serait-ce cette utilisation du symbole qui nous est chère à nous, francs-maçons, ce qui fait le propre de l'homme ? On la retrouve à travers toutes les cultures, sur tous les continents, des Inuits de l'Arctique aux aborigènes australiens, des Indiens d'Amazonie aux nomades de Sibérie. En étant peut-être un peu trop optimiste, mais il faut une dose d'utopie, peut-être peut-on oser dire que c'est dans tous les temples, à tous les Orients, unis par la chaîne d'union à travers le temps et à travers le monde, que le travail sur la symbolique que mènent tous nos frères permet de bâtir le lien entre tous les hommes, de toutes les époques et de toutes les cultures humaines. Ce travail serait essentiel, fondamental. Il assurerait le lien entre... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.